Face à Face. Et tout de suite, Arthur Delaborde reçoit Jacqueline Moreau, figure des Gilets jaunes. On se souvient de cette vidéo qui avait lancé le mouvement à l'autopéage de mémoire. Et vous êtes candidate aux élections présidentielles de 2022, mais surtout vous publiez ce livre Jaune et après aux éditions Téléma qui est préfacé par Michel Onfray. Bonjour Jacqueline Moreau. Bonjour. Alors, vous répondrez dans un instant, si vous le voulez bien, même dans quelques minutes, aux questions de celles et ceux qui nous écoutent. Nous évoquerons, Augustin vient d'en parler évidemment tout à l'heure, votre livre Jaune et après, publié aux éditions Télémac, ouvrage que nous pouvons désormais lire à la lumière d'une autre actualité vous concernant, puisque vous l'avez annoncé au début du mois, vous êtes candidate à l'élection présidentielle de 2022 et vous vous posez en représentante de la France ordinaire. Alors pour commencer, Jacqueline Moreau, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous entendez à travers cette expression, la France ordinaire, que vous souhaitez donc représenter ? Eh bien, je souhaite représenter les gens ordinaires, c'est-à-dire les gens qu'on n'entend nulle part, c'est-à-dire la majorité des Français, qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas, dont tout le monde se fout dans les hautes sphères, n'est-ce pas ? Et donc, moi, je viens pour porter cette voix-là. Donc c'est une France de la ruralité, une France... Pas spécialement, c'est une France et de la ruralité, et des territoires, et des terroirs, et du patrimoine, et de tout. Puisque de toute façon, actuellement en France, tout est bafoué. Tout, absolument tout, de A à Z. Donc il faut quelqu'un qui défende ce qu'on est. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien la France qui est atteinte dans ses racines, dans son fondement même. Alors, se lancer dans la course à l'Élysée, Jacqueline Moreau, on le sait, hein, c'est un engagement évidemment très fort. Est-ce que c'est quelque chose qui occupe entièrement vos journées à l'heure actuelle ? Ah bah complètement. Donc vous travaillez concrètement à la structuration d'une force politique Alors non, là pour l'instant, j'ai une petite équipe autour de moi qui est sur le territoire de France et qui travaille aussi de l'étranger. Et nous écrivons un projet de bon sens qui puisse être appliqué pour redresser la France et retrouver la France qu'on aime. Parce que actuellement, c'est pas ça qu'on a, c'est pas la France qu'on subit. Alors votre projet, vous le détaillez ou vous commencez en tout cas à l'évoquer dans ce livre qui est sorti au mois de février, me semble-t-il. Tout à fait. Donc c'était antérieur à l'annonce de votre candidature à l'élection présidentielle. Mais la mesure phare que vous voulez mettre en avant, c'est une grande réforme fiscale qui passe notamment par la suppression de l'impôt sur le revenu. Et est-ce que vous pouvez nous détailler, nous expliquer cette réforme qui, selon vous, est un peu la mère de toutes les réformes que vous metteriez en œuvre si vous étiez demain à l'Élysée ? Alors, de toute façon, en France, on sait qu'on est les champions du monde de l'impôt. D'ailleurs, on est champions du monde en tout en ce moment. Donc, pour pouvoir rétablir la France, il va bien falloir passer par une réforme fiscale. C'est impératif. Puisque aujourd'hui, on prend toujours des décisions, mais sans tenir compte du porte-monnaie des Français. Et pourtant, l'argent public, c'est l'argent des Français. Et aujourd'hui, les Français n'ont plus d'argent. Donc il va bien falloir faire des économies quelque part, rétablir un petit peu, redonner l'argent du travail à celui qui travaille, parce qu'actuellement c'est pas le cas. Tout est ponctionné en permanence. Donc, et c'était d'ailleurs le fondement un peu de la révolte des Gilets jaunes. Oui. Donc et il faut une réforme fiscale. Alors maintenant, en tant que candidate, je dis pas ma réforme est la mieux. J'en sais rien. J'amène une proposition. En étant élu, j'ouvrirai des états généraux de la fiscalité. Pour tout remettre à plat. Pour tout remettre à plat. Parce que là, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'en faire l'économie. Est-ce que, par exemple, la TVA, si on comprend bien la lecture de votre ouvrage, c'est l'un des seuls impôts qui resterait applicable aux particuliers, en tout cas ? Alors, la TVA resterait applicable, mais à côté de ça, on enlèverait au moins dans la réforme que je propose, mais il peut y avoir d'autres idées qui de toute façon viendront tout naturellement à nous et avec lesquelles on en discutera. Dans cette réforme, on enlève l'impôt sur le revenu, on enlève la CSG, on enlève la taxe foncière, on enlève la CFE, on enlève l'impôt sur les sociétés. Parce qu'il faut libérer, il faut desserrer les taux. On est en train de mourir de notre administration et de nos impôts.
Alors, on le comprend à travers ce que vous nous expliquez, notamment cette idée des états généraux de la fiscalité, que vous êtes dans une démarche de rassemblement et vous les rassemblez, on le comprend au-delà même de ce que fut ou ce qui est devenu le mouvement des Gilets jaunes. Vous vous adressez à tous les Français, il va falloir aller peut-être convaincre des électeurs qui ne soutenaient pas forcément le mouvement des Gilets jaunes que vous avez un temps en tout cas représenté. Alors évidemment que une candidature à la présidentielle, c'est pas s'adresser simplement à une petite partie de la population. Mais moi, je voudrais quand même vous rappeler que je n'ai pas été soutenue que par des Gilets jaunes. J'ai reçu des centaines de milliers de messages de la France entière, et dedans il y avait plein de gens qui me disaient moi je ne suis pas gilet jaune mais j'ai ça à vous dire. Donc actuellement le problème de la France, c'est qu'elle n'écoute pas la majorité des Français. Le problème du gouvernement, c'est qu'il n'écoute pas la majorité des Français, et c'est pour ça qu'on a une majorité d'abstention à chaque vote. C'est bien la preuve que les gens ne se sentent pas représentés et qu'ils ne se sentent pas écoutés. C'est impératif maintenant de remettre un véritable dialogue et pas l'ersatz qu'on a actuellement tous les jours sur les radios et à la télévision. Comment vous vous situez aujourd'hui par rapport aux Gilets jaunes qui tentent toujours d'exister, mouvement dont vous êtes, rappelons-le, vous vous êtes désolidarisé au lendemain, c'était du saccage de l'Arc du Triomphe par les manifestants. Vous avez encore un lien aujourd'hui avec les Gilets jaunes, avec certains Gilets jaunes en tout cas? Alors moi j'ai des liens avec les Gilets jaunes non violents. Voilà, ils sont très fidèles, ils sont très nombreux et ils sont silencieux. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est assez peu quantifiable. Mais je suis toujours en lien avec eux, ils m'écrivent tous les jours. Donc, et ils m'envoient, je reçois des informations en permanence en fait. Donc il y a des choses qui pourraient me passer sous le nez, mais on me rappelle à l'ordre, tiens, j'ai vu ça. Donc après, moi, je fais toutes les vérifications. Et c'est pour ça que, en fait, se lancer dans une candidature, ça occupe du matin au soir et du soir au matin. Et il y a aussi une figure comme vous des Gilets jaunes qui se lance dans cette course à la présidentielle, c'est Éric Drouet. On sait qu'il y a eu des désaccords, on vient de l'évoquer, entre vous, et même une opposition assez violente. Mais j'imagine que vous partagez au moins avec lui les revendications initiales des Gilets jaunes, en tout cas s'agissant de davantage de démocratie, moins de charges. Il n'y a vraiment aucune possibilité de rapprochement entre vous, autrement dit de voir une candidature unique qui puisse rassembler les Gilets jaunes. Ça, c'est une utopie. Ah bah tout à fait. Évidemment, c'est une utopie. Moi, je me rapprocherai jamais de quelqu'un qui a appelé à saccager Paris. Oui. C'est impossible, puisque en plus, moi, je suis une très grande amoureuse du patrimoine français. Je ne supporte pas qu'on touche à une vieille pierre. Et non, je ne peux pas me rapprocher de ce monsieur. Il prend la responsabilité des appels qu'il a lancés. Alors, on va évoquer dans un instant vos idées. On va revenir peut-être sur vos propositions fiscales avec nos auditeurs notamment. Mais votre livre Jaune et après est signé, commence par une préface signée Michel Onfray, le philosophe, qui est d'ailleurs apparu dans une vidéo la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Et il explique sur son site Onfray TV comment il accueille votre candidature à la présidentielle. Et il dit que c'est une démarche louable, mais aussi naïve. Est-ce que vous revendiquez quelque part cette part de naïveté ? Est-ce qu'on l'a peut-être ? Oui, bien sûr. On peut peut-être qu'il trouve ça naïf, mais vous savez, il y a un philosophe roumain qui disait que la naïveté est la grâce des grands hommes. Oui. Donc, ce que je crois... Il y a toujours finalement une part de naïveté. Ce que je crois intrinsèquement, c'est que je ne peux pas continuer à regarder, à observer le déclin de la France sans rien faire. Ça, c'est au-delà de mes forces. Donc je me dis, je ne sais pas jusqu'où va m'amener cette candidature, je ne sais pas jusqu'où les Français vont me suivre derrière cette candidature de rupture avec les élites qui nous gouvernent, mais en tous les cas, j'aurais essayé. Alors, qu'est-ce qui symbolise, selon vous, dans votre idée, dans vos projections, cette rupture que vous venez d'évoquer ? Pourquoi vous seriez dans une
posture qui a même d'aller vers une rupture plus profonde que vos adversaires, en tout cas déclarés pour le moment. Je pense à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Eh bien, écoutez, c'est déjà que moi, je ne fais pas partie de ce sérail. On ne peut pas dire qu'on va changer les choses et garder le même casting. C'est pas possible. On va quand même pas remettre le couvert. La France est quand même... Enfin, on est dans un état d'urgence, là. Et je ne parle pas que de l'urgence sanitaire. On est dans un état d'urgence de tout. Culturel, économique. Toute la France est en état d'urgence. Et les Français, là, actuellement, sont en train de mourir des gabegies de nos gouvernements. De nos gouvernements. Vous voyez, et là, je ne me trompe pas parce que c'est des gouvernements successifs qui fait qu'au bout du compte, on atteint des sommets avec les décisions de ce gouvernement-là. Mais c'est sur 40 ans que ça s'est produit, ce truc-là. Mais aujourd'hui, évidemment, avec Emmanuel Macron, alors là, c'est le summum. C'est d'ailleurs l'interview au site Brut d'Emmanuel Macron qui vous a poussé à annoncer un peu plus tôt que prévu, c'est ça, votre candidature à la présidentielle? Qu'est-ce qui vous a choqué? Pour tout vous dire, j'ai décidé de cette candidature au mois de septembre dernier. On travaille avec cette équipe ardemment sur tous les sujets, et dans cette interview là qu'a fait Emmanuel Macron, déjà il n'est pas à la hauteur de sa fonction. Ce n'est pas un président à la hauteur, il ne porte pas le costume de président. Et alors, quand on l'entend dire, en fait, il fait plaisir à ceux à qui il parle. C'est-à-dire, il caresse toujours dans le sens du poil les interlocuteurs qu'il a en face de lui. Donc, quand je l'ai entendu dire, il y a des violences policières et tout. Non, mais vous imaginez comment ils ont pu recevoir ça? Les forces de l'ordre. Vous parlez des forces de l'ordre. Ah là c'est le summum, c'est un président quoi. C'est pas un député, c'est pas un ministre, c'est le président. Et le président, pour moi, c'est quelqu'un qui incarne une fonction et qui doit être le président de tous les Français. Emmanuel Macron n'est pas le président de tous les Français. Alors justement, pour revenir à cette question du malaise au sein des forces de l'ordre, il y a quand même eu aussi, pour contrebalancer, des affaires de violences policières qui ont d'ailleurs été très présentes au moment du mouvement des Gilets jaunes. Alors, il y a des bavures policières, ça j'en suis tout à fait consciente. Est-ce que vous le reprochez, c'est d'avoir utilisé ce terme de violence policière, c'est ça? Mais bien sûr, pour moi, il y a des cow-boys partout, dans toutes les corporations. Les cow-boys, on les prend, on les extrait et on les met hors d'état de nuire. Voilà, mais là, il est en train de mettre toute la corporation dans le même panier. Vous imaginez, ces gens-là sont prêts à donner leur vie, on en a encore la preuve. 3 personnes sont encore mortes pour aller sauver une femme, et on a un président qui nous parle de violence policière. Mais la réelle violence actuellement, elle est dans la société, elle est dans ceux qui cassent tout. Elle est pas du côté des policiers. Moi, honnêtement, j'aimerais savoir... Pendant combien de temps n'importe qui nous écoute peut se prendre des pavés sur le coin du nez? Pendant combien de mois on peut leur mettre des pavés sur le coin du nez? À partir de quel moment vous allez réagir? Parce que moi, il y a un moment, je vais réagir. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Enfin, ces gens-là, ils sont là pour nous protéger. C'est quand même... C'est la base de la société, la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, c'est l'anarchie. Donc moi, je suis désolée, les forces de l'ordre, je les défends. Et qu'est-ce que vous pensez plus globalement peut-être de la gestion? Je ne suis pas désolée, excusez-moi. Je suis fière de les défendre. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la crise sanitaire par le chef de l'État? On vous a peut-être pas beaucoup entendu sur le sujet. Alors écoutez, la crise sanitaire, c'est une catastrophe. Parce que la crise sanitaire, on pouvait concevoir que le premier confinement ait lieu parce que ça a été... tout le monde était aux fenêtres en train de crier au secours. Mais 6 mois plus tard, être obligé de faire un second confinement, c'est quand même bien qu'on n'a pas tiré les leçons du premier. Obligatoirement. Sinon, il n'aurait jamais eu lieu. On s'oriente peut-être même vers un 3e confinement. Oui, et puis ils vont nous donner les dates du 4e, puisque tout ça, c'est programmé. Maintenant, on a bien compris. Moi, je peux vous dire que, étant en contact avec beaucoup d'entrepreneurs,
eh ben, ils ont pas digéré le deuxième confinement, les entrepreneurs. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont appliqué des protocoles de dingue que des technocrates qui ne sortent jamais de leur bureau nous ont pondus. Et hop, on les ferme. Le secteur de l'événementiel est à l'agonie. À l'agonie. On est en train, en France, le gouvernement, parce que non, c'est pas vous et moi, le gouvernement français est en train de tuer tout ce qui fait la France. La culture, les restaurants, les bars, les théâtres, les musées, ils sont en train de nous diluer. Alors moi, j'aimerais que les gens, je sais que les gens en ont conscience, mais ils se disent, mais comment faire ? Eh bien écoutez, suivez-moi et on va se sortir de ce marasme. Parce que moi je refuse... Qu'est-ce qui trancherait avec celle... on dit beaucoup, on a beaucoup entendu en tout cas que le gouvernement naviguait à vue dans cette crise. Finalement, quand on compare avec les pays européens qui nous entourent, on se rend compte que l'épidémie a été en tout cas plus ou moins jugulée en France par rapport à d'autres pays. Quelle est la rupture que vous apporteriez sur ce genre de thématique sur le plan sanitaire ? La première des choses, c'est qu'il faut arrêter d'empêcher les médecins de prescrire. Enfin, vous vous rendez compte, c'est une liberté fondamentale du médecin de la prescription. On empêche les médecins de soigner. Mais enfin, on n'a jamais vu ça en France. Donc vous situez un peu dans la lignée du professeur Raoult sur... Mais que ce soit l'hydroxychloroquine, que ce soit n'importe quel médicament, les gens, ils avaient besoin d'être soignés, pas d'être accompagnés avec du Rivotril. Enfin, vous vous rendez compte qu'on a laissé mourir en France les personnes âgées. Mais j'ai l'impression, 6 mois plus tard ou 9 mois plus tard maintenant, c'est passé, quoi. En fait, la pilule a été avalée. Mais non, la pilule n'a pas été avalée. On a laissé mourir les gens. On leur a dit, rentrez chez vous, puis quand vous aurez de la fièvre, vous reviendrez nous voir. Mais c'était déjà trop tard. On soigne dès le début d'une maladie, pas quand on arrive à la fin. Et puis après, il faut quand même pas oublier que les personnes qui en sont décédées, on a empêché les familles de les voir dans leur cercueil. On les a après stockés à Rungis. Vous vous rendez compte ? Comme de la marchandise. Mais quelle honte ! Quelle honte ! Quel homme politique en France aujourd'hui peut être fier de sa gestion là ? Ceux qui nous gouvernent. Est-ce qu'ils arrivent à dormir la nuit après ce qu'ils ont fait ? Alors Jacqueline Moreau, vous restez avec nous, on revient dans un court instant avec nos auditeurs pour vous poser les questions. Oui, j'allais vous dire merci Jacqueline Moreau, vous restez avec nous puisque vous pourrez répondre à nos auditeurs au 0826 300 300. Vous avez entendu ce coup de gueule sur la gestion de crise sanitaire, mais il y a également tous les sujets qu'on a abordés ce matin, notamment un jeune musulman agressé pour avoir fêté Noël, et puis ce local du Petit Cambodge qui a été squatté. À tout de suite. Coff dans tous ses états. Et tout de suite, nous sommes donc avec Jacqueline Moreau, qui est candidate pour la présidentielle de 2022 et ancienne figure des Gilets jaunes. Et nous sommes avec Marie-Claire de Paris, qui a une petite annonce ou des questions en tout cas à vous poser. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Madame Moreau. Donc écoutez, moi je pense que votre candidature peut être tout à fait légitime et je pense qu'elle peut intéresser beaucoup de personnes parce que ce n'est pas seulement dans les territoires et les campagnes, il y a aussi dans les villes des gens qui ont besoin de s'exprimer. Alors moi je pense que votre idée de supprimer tous les impôts, bref, ça c'est possible peut-être, mais moi ce que je veux revenir sur le fait des dépenses publiques. Comment contrôler toutes ces dépenses ? Vous avez bien entendu Monsieur Macron avait dit qu'il supprimerait des sénateurs. C'est une institution à laquelle il ne se risquera pas de toucher. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas de contrôle des dépenses publiques ? Comment se fait-il qu'on va supprimer, je regardais l'autre jour un reportage qu'on voulait supprimer une ligne de train entre Gap et Grenoble pour faire des économies. Est-ce que c'est normal qu'on laisse des sociétés comme la SNCF ou l'État à départ créer autant de déficits ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des contrôles sur ces sociétés ? Est-ce qu'on ne peut pas non plus réformer ces institutions, le Conseil constitutionnel? Est-ce que des hauts fonctionnaires de 70 ans et 80 ans ont encore besoin de travailler? Est-ce qu'on ne peut pas donner ces places-là à des jeunes? Est-ce que c'est normal qu'un directeur de l'ARS d'Île-de-France touche 17 000 € bruts mensuels alors qu'une aide-soignante touche 1 200
€ ou 1300 ou 1400 même. Vous voyez, c'est des contrôles, tous ces privilèges, les allocations obsèques des sénateurs, la caisse de retraite des sénateurs, elle capitalise. Ils ont une retraite par capitalisation. C'est près de 2 milliards d'euros. Jacqueline Moreau, sur cette question du contrôle des dépenses. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire madame. Vous avez entièrement raison. Et donc, évidemment qu'il faut faire des contrôles partout, c'est-à-dire que la transparence doit être remise à tous les niveaux. Quand on voit par exemple que M. Moscovici cumule sa retraite de député européen plus président de la Cour des comptes, et enfin voilà, donc nous... M. Juppé, pareil. Alors, après, il ne s'agit pas de faire une chasse, malgré que eux la font bien aux contribuables. Hein. Mais il ne s'agit pas de faire une chasse, il s'agit de clarifier les choses. Et de mettre de la transparence. Maintenant, s'ils sont, par exemple, M. Moscovici, s'il estime qu'il a droit de cumuler, ou moi j'estime plutôt que le poste qu'il occupe à la Cour des comptes, il devrait l'occuper bénévolement, étant donné qu'il touche ses retraites. Oui. Donc, s'il veut le poste, il l'occupe bénévolement, ou alors il le laisse à quelqu'un d'autre qui est en âge de ne pas cumuler ses retraites. Voilà. Donc moi je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire madame. Vous remetteriez à plat totalement ces systèmes de retraite, que ce soit des élus ou d'autres fonctions? De toute façon, moi dans le programme, j'ai dans ma proposition, parce que moi je viens pas là pour dire ah là là j'ai un programme et puis après il y a des promesses non tenues. Moi je viens faire une proposition toute simple aux Français. Il faut d'abord clarifier les choses, ensuite il faut relancer et après il faut construire. Et dans la clarification, il faut remettre de la transparence et il faut combattre toutes les fraudes. Il faut créer une véritable agence antifraude en France. Et là, il y a de l'argent à récupérer. Sur la question peut-être de l'emploi, comment vous vous y prendriez pour relancer l'activité? On sait qu'en plus, les mois qui vont venir vont continuer d'être difficiles sur ce plan-là. Vous avez des idées que vous évoquez, hein, notamment un peu dans votre livre? Déjà, il va falloir voir ce que va nous laisser Emmanuel Macron. Parce que là, honnêtement, on est quand même, on arrive à début 2021. Il nous reste environ encore 500 jours avant l'élection présidentielle. Et moi, je me dis, quels dégâts vont-ils encore faire? Là, ce matin, on annonçait qu'il y a 10 000 emplois dans les salles de fitness, puisqu'il y en a 400 à peu près qui ferment. Il y a 10 000 emplois qui sont détruits. Mais ça, c'est partout. Alors, vous dire aujourd'hui comment je vais faire en 2022, je ne peux pas le savoir, parce qu'il va falloir attendre. Moi, je dis qu'il faut faire un état des lieux de sortie d'Emmanuel Macron. Parce que je crois que ça aurait été le pire de toute la Ve République. Eh bien écoutez, on a un autre appel au 0826 300 300. C'est Gérard qui nous appelle du Puy-en-Velay. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Vous souhaitiez réagir? Bonjour Jacqueline. Bonjour Gérard. Bonjour. Très content que vous vous présentiez aux élections et puis je vous ai suivi depuis le début des Gilets jaunes en fait. Hein. Par contre, j'ai quelques questions sur vos réformes que vous souhaiteriez mettre en place si vous étiez élu, notamment sur les réformes fiscales. Vous savez très bien que nous sommes gérés par l'Union européenne aujourd'hui, par le traité de la fonction de fonctionnement de l'Union européenne, le TFSU, qui a été voté, je vous rappelle, en 2008 sous Sarkozy, par l'Assemblée nationale contre le peuple du référendum en 2005 sur la Constitution européenne. Maintenant, comment voulez-vous réformer la France d'un point de vue fiscal, sachant que vous n'avez pas la main là-dessus? Est-ce que vous avez une solution, vous? Alors, il faut déjà, comme je disais tout à l'heure, ouvrir des états généraux de la fiscalité. L'Europe va quand même pas pouvoir nous l'empêcher. Oui, ouvrir des états généraux sans doute, mais prendre des décisions d'un point de vue institutionnel, ça me semble beaucoup plus difficile. Il faudra de toute façon mettre en place les moyens de le faire. En tout cas, vous souhaitez rester dans le cadre des traités actuels? Alors, dans le cadre des traités, pour la fiscalité, on n'a pas tellement le choix. Mais si les Français estiment qu'il faut aller plus loin, moi je dis qu'il faut leur poser la question. Alors, de toute façon, la première chose que je ferai... Excusez-moi, la première chose que je ferai, moi, c'est un référendum.
Ah, nous y voilà. C'était la question que je voulais vous poser justement, parce que si vous voulez effectivement avoir la main sur des réformes institutionnelles telles que la fiscalité, il vous faudra forcément sortir de l'Union européenne et des traités. Vous n'avez pas un autre choix aujourd'hui. Donc ça suppose effectivement un référendum sur la sortie ou non de l'Union européenne, ce que d'autres partis proposent. Et ma question est très simple. Pourquoi ne vous associez pas à ces partis-là? Il n'y en a pas 36, de toute façon, à part l'UPR et le parti des Patriotes. Je n'en vois pas d'autres aujourd'hui. Alors on a encore très peu de temps. Réponse rapide, s'il vous plaît, aujourd'hui, c'est simple. Pourquoi je ne m'associe pas à ces partis-là? Parce que pour moi, tout le monde vient du même sérail. Voilà. Il faut une candidature de rupture avec tous ces gens-là. Ça fait depuis le général de Gaulle, en fait, tout le monde parle du général de Gaulle. Moi, c'est ma boussole, le général de Gaulle. Merci. Mais qui a fait du gaullisme à part le général de Gaulle? Personne. Merci infiniment Jacqueline Moureau d'avoir été notre invitée. Je rappelle le titre de votre ouvrage Jaune et après aux éditions Télémac. Absolument, et vous nous retrouvez demain sans André Berkoff, mais toujours avec autant de sujets absolument. Et